Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode, 21e épisode des chroniques de Youssef Indy. Alors c'est le troisième hors-série, c'est-à-dire c'est la troisième fois que je reçois des invités, enfin un invité, mais là c'est deux invités. Je les présente tout de suite et ensuite je vais faire une petite présentation générale du pourquoi de cette émission spéciale. Je reçois aujourd'hui Xavier Poussard et Maître Fabrice Delinde. Xavier Poussard, vous le connaissez maintenant, le grand public le connaît, même à l'international, grâce ou à cause, c'est selon son enquête sur le couple présidentiel. Bonjour Xavier Poussard. Bonjour Youssef, bonjour Maître de l'Inde. Et Maître Fabrice Delinde, qui se trouve être à la fois ton avocat, Xavier, et mon avocat. Bonjour, Maître Fabrice Delinde. Bonjour, cher client. Merci, bienvenue. Alors, avant de commencer, étant donné que c'est sur une chaîne YouTube, on va faire les annonces habituelles et les demandes habituelles. Alors, je tiens d'abord à vous remercier tous pour votre soutien, ceux qui suivent cette chaîne, les abonnés, les non-abonnés sur les réseaux sociaux partout. Merci beaucoup pour votre soutien. Vous savez de quoi il s'agit. C'est suite aux petits soucis que nous avons eus et grâce à Dieu que nous avons surmonté, qu'on continuera à surmonter, grâce à Dieu et grâce à vous. N'oubliez pas de continuer à soutenir la chaîne. Je vous remercie beaucoup pour le soutien que vous avez apporté à cette chaîne, dans la description, via Tipeee, via PayPal et aussi Patreon. Abonnez-vous à Patreon, une fois par mois, je ferai une vidéo pour répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas, ceux qui sont déjà abonnés à Patreon, à envoyer vos questions. J'en ai reçu déjà un certain nombre. Je suis désolé pour le décalage, donc j'ai dû sauter un épisode la semaine dernière et repousser ma vidéo mensuelle sur Patreon et aussi une annonce à la sortie d'un livre qui n'est pas de moi, qui est de Ilan Pappé, le grand historien israélien, le lobby sioniste des deux côtés de l'Atlantique aux éditions Ethos. Il était censé sortir début avril, mais l'éditeur a eu quelques soucis, quelques problèmes. Il y a des organisations et des gens qui n'avaient pas envie de voir ce livre sorti, mais il est sorti grâce à Dieu. Donc voilà, terminé pour les annonces, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors le titre de la vidéo, comme vous pouvez le lire sur la vignette, c'est l'instrumentalisation de la justice dans un contexte géopolitique très particulier. Le contexte général, je fais une brève présentation, le contexte général en Occident général et en France en particulier, c'est la crise des régimes occidentaux, l'exacerbation des tensions géopolitiques qui trouvent une de leurs causes dans ces crises de régime, un besoin de resserrer l'étau sur les opposants politiques et donc nous le verrons plus tard, est utilisé l'argument complotiste. Là, pour le coup, c'est vraiment un argument complotiste. C'est celui de la cinquième colonne, du soft power, de puissances étrangères qui auraient des relais en France. On ne trouve pas de preuves de ces réseaux et donc le pouvoir essaie de forcer la justice et la police à trouver des réseaux, des connexions qui n'existent pas. Donc en France, l'un des outils politico-judiciaires qui est utilisé contre les opposants au pouvoir est le pôle national de lutte contre la haine en ligne. Vous n'en avez peut-être jamais entendu parler, mais c'est extrêmement important parce qu'il s'agit aussi de l'argent de vos impôts qui est utilisé par le pouvoir politique pour traquer, attaquer, faire taire et pousser même à l'exil un certain nombre de leurs opposants politiques. Alors, ma première question est destinée à Xavier Poussard, qui est journaliste d'investigation. Xavier, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est ce pôle national de lutte contre la haine en ligne, sa genèse et les personnes, les organisations qui sont à l'origine de ce pôle? Alors, pour préparer cette petite intervention, je suis d'abord allé sur Wikipédia et j'ai vu que le pôle national de lutte contre la haine en ligne, qui porte mal son nom puisqu'en fait c'est le parquet national de lutte contre la haine en ligne, avait été institué suite à la loi Avia. C'est-à-dire que la loi était intervenue
et cette loi Avia était intervenue et elle avait institué un pôle national de lutte contre la haine en ligne, qui est un parquet qui ne dit pas son nom. Bon, moi, j'ai un peu suivi en fait cette affaire et en fait, ça n'a pas du tout été institué uniquement suite à la loi Avia. Il faut savoir qu'en fait, c'est une promesse qu'a fait Emmanuel Macron au Conseil représentatif des institutions juives de France, au CRIF, au début de son premier quinquennat, et qui s'est mis en place progressivement. D'abord via un rapport rendu à la délégation interministérielle de lutte contre le racisme et l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Donc ce rapport a été remis à la DILCRA essentiellement par deux rapporteurs. Il y avait deux rapporteurs et le premier était Gilles Taïeb, donc qui a été longtemps le vice-président du CRIF, qui est décédé, il me semble, aujourd'hui, et qui est surtout connu pour avoir été le fondateur de ce qu'on appelait l'APSI Kérénor, c'est-à-dire APSI, ça veut dire Association de bien-être du soldat israélien. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous faites un don à l'Association de bien-être du soldat israélien, ce don est défiscalisé, effectivement, avec un reçu CERFA. Donc déjà, on ne voit pas pourquoi, pour créer une loi, ce serait quelqu'un d'aussi marqué qui serait le rapporteur du plan de préfiguration de cette loi. Je précise que Gilles Taïeb était vice-président du CRIF et son épouse Karen Taïeb est engagée politiquement, il me semble, au Parti socialiste, puisqu'elle est chargée auprès d'Anne Hidalgo du patrimoine et des relations avec les cultes à la mairie de Paris. Voilà, donc ça, c'est le premier individu clé. Deuxième individu clé, c'est Laetitia Avia. Alors, Laetitia Avia, vous la connaissez parce que c'est cette députée macroniste, c'était les néo-députés macronistes qui étaient arrivés en 2017 et qui était cette Africaine qui s'était fait remarquer parce qu'elle avait mordu un chauffeur de taxi. L'affaire avait été rapportée par le Canard enchaîné. Donc là, on a déjà un étrange assemblage entre Gilles Taïeb et Laetitia Avia. Alors, Laetitia Avia, elle sort pas de nulle part, en fait. Il faut savoir qu'elle a été repérée très tôt pendant ses études à Sciences Po par un avocat d'affaires très influent à Paris qui s'appelle Jean-Michel Darrois. Et Jean-Michel Darrois est passionné d'Afrique et en particulier des femmes africaines. Et donc, c'est vraiment lui qui a fait Laetitia Avia. Alors, je précise quand même que Jean-Michel Darrois, donc c'est un avocat d'affaires qui intervient essentiellement sur des merger and acquisition. C'est comme les affaires du type Alstom, etc., qui est vraiment très influent et qui est connu pour avoir été l'avocat de Laurent Fabius dans l'affaire du sang contaminé. Et pour compléter son pédigré, on peut rajouter qu'il est apparenté au Rothschild par son mariage avec la photographe Bettina Reims. Jean-Michel Darrois avait aussi, parce que Emmanuel Macron avait participé à la commission Attali, puis ensuite avait participé à la commission Darrois, et à ce moment-là, Jean-Michel Darrois s'était vanté dans tout Paris, comme d'autres, comme Serge Wimbert, comme Jacques Attali, comme Alain Minc, d'avoir œuvré à l'embauche d'Emmanuel Macron à la banque Rothschild. Voilà. Donc, on a Laetitia Avia, donc en fait, qui sort pas de nulle part, qui est une créature de Jean-Michel Darrois, et Gilles Taïeb, vice-président du CRIF. Et de ce rapport va effectivement découler la loi Avia. Donc, en fait, c'est Laetitia Avia qui porte la loi. Alors, les gens se disent, c'est celle qui avait mordu le chauffeur de taxi, puis il n'y a rien d'autre sur Wikipédia. Donc, on n'a pas tout le background autour, c'est-à-dire la promesse de Macron au dîner du CRIF, Gilles Taïeb, l'association de bien-être du soldat israélien, Jean-Michel Darrois, Rothschild, etc. On a juste Laetitia Avia. Donc, en fait, on a coupé toute la chaîne et donc ce parquet, ce pôle national de lutte contre la haine en ligne, qui porte mal son nom puisque je le répète, c'est un parquet qui est rattaché au parquet de Paris. Et aujourd'hui, le responsable depuis sa création est un certain Grégory Veil. Et alors, je m'étais intéressé à lui. Et alors, il se trouve que beaucoup d'affaires qui arrivent devant le parquet national de lutte contre la haine en ligne sont portées par des plaintes, par exemple, de la LICRA. Or, Grégory Veil écrit dans Le Droit de vivre, qui est la revue de la LICRA, et a été amené à juger des gens qui étaient poursuivis par la LICRA. Donc, est-ce que ce monsieur ne serait pas, au moins dans certains cas, jugé parti? Enfin, en tout cas, tout ça pour dire que ce pôle national contre la haine en ligne participe
d'une répression tous azimuts par un régime complètement aux abois. On a vu par exemple le parquet national de lutte contre la haine en ligne sur les critiques de la cérémonie d'ouverture des JO. Ceux qui avaient critiqué la chanteuse Barbara Bush ou je sais pas quoi, ou le metteur en scène Thomas Joly. Donc en fait, on a de plus en plus d'affaires qui sont instruites par ce parquet avec des peines qui sont extrêmement sévères. Je me rappelle d'un internaute qui avait plaisanté sur l'histoire des 40 bébés israéliens qu'on avait découpés, qu'on avait mis dans les fours. On se rappelle, après le 7 octobre, il y avait comme ça des grosses opérations de propagande. Cette affaire avait été débunkée, y compris par Libération, par tout le monde, et l'internaute avait quand même été condamné. Donc il y a vraiment une dérive, et à l'abri des regards, parce qu'effectivement, le grand public ne connaît pas ces affaires-là. C'est-à-dire que de temps en temps, il y a une dépêche AFP, on apprend qu'un tel a été condamné, etc. Mais il y a aussi foule d'anonymes, de gens qui, pour un simple tweet, pour une simple plaisanterie sur les réseaux sociaux, se retrouvent traînés devant le pôle national de lutte contre la haine en ligne. Je te remercie, Xavier. Déjà, c'est plus clair parce que, comme tu l'as dit, on avait fait un focal sur Madame Avia qui nous empêchait d'avoir la vue d'ensemble. Alors là, tu nous as donné une vue d'ensemble, un vrai travail de recherche journalistique. Maintenant, je vais me tourner vers l'avocat que vous êtes, Maître Fabrice Delinde, pour vous poser la question suivante. Simple première question. Quel est le rôle de ce pôle national de lutte contre la haine en ligne au sein du parquet? Généralement, qu'est-ce que le parquet et quelle est la spécificité de ce pôle dans le parquet, au parquet? Alors, si tu veux, le parquet est indivisible. Donc, le parquet, qu'est-ce que c'est? Ce sont les procureurs de la République, les avocats généraux. Voilà, ça, c'est au niveau de la cour d'appel. Et puis, dans la division du travail, parce que quand même, il y a une division du travail, tu as des parquetiers ou des procureurs qui sont spécialisés sur telle ou telle matière, tel ou tel domaine. Et sur la question que tu me poses, eh bien, eux, ils se spécialisent sur toutes les infractions qu'ils appellent en lien avec la haine, donc les provocations, les incitations. Je note qu'a priori, l'apologie de terrorisme relève du parquet national antiterroriste. Je crois il me semble qu'on l'a vu récemment, mais bon, peut-être pas. Peut-être que c'est pas non plus totalement cloisonné. Et après, comme le dit, bon voilà, ça c'est un petit peu le rudimentaire. Après, tu as le deuxième échelon, un petit peu d'histoire. Je ne vais pas aller dans le détail parce que je n'ai pas préparé tout ça correctement. Mais si tu veux, il faut savoir qu'au départ, tout est dans une loi, donc la loi sur la presse, et qu'au fur et à mesure, décennie par décennie, jusqu'à aujourd'hui, année par année, tu as des réformes qui vont aggraver certaines infractions et pas d'autres. Et ça va toujours dans un même sens, tu vois. Donc, sur la prescription, sur l'aggravation des peines et sur une multiplication, si je puis dire, des haines, le domaine, c'est la haine. Donc, tu as la haine de qui? Donc, la haine raciale, la haine sexuelle ou du genre, si je puis dire, et puis ça va se décliner comme ça. Ensuite, sur le pôle, évidemment, donc, comme l'a dit Xavier, après, pour aller finalement dans le fond du sujet, tu vois, pourquoi il y en a qui sont poursuivis et pas d'autres? Pourquoi, par exemple, on va parler de quelqu'un pour qui j'ai aucun grief, mais tu prends un mec comme Kerrero, tu vois, ou tu prends des gens comme Bassem Baïki, qui ont des scandales, tu vois, sur des réflexions. Alors, Bassem est très connu, l'autre est moins connu, disons, il est plus confidentiel. Pourquoi eux ne sont pas poursuivis pour leurs propos qui manifestement est une violation, et pourquoi d'autres se retrouvent dans le collimateur, tu vois? Ça, c'est une question. Donc, c'est qu'il y a des choix qui sont faits. Tu vois, il y a des choix
c'est Fouquetinville, c'est donne-moi une phrase de quiconque et je me charge de le faire pendre. Et à ça, on peut rajouter, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il est antisémite et puis c'est tout. Et bon, moi, personnellement, j'en ai fait l'expérience puisque j'ai eu affaire au pôle national de lutte contre la haine en ligne à la suite d'une affaire qui n'avait rien à voir. Et en fait, on a épluché des vidéos et des vidéos de propos pour trouver quelque chose qui, si tu veux, comme se rattacher à la polémique du général de Lavarde, pouvait être considéré comme antisémite, alors qu'il n'y avait aucun propos antisémite. Et en fait, ce parquet avait été manifestement saisi à la suite d'un signalement Pharos. C'est-à-dire, on ne sait même pas qui. C'est-à-dire qu'il y a un signalement Pharos qui saisit le parquet national de lutte contre la haine à la suite d'une enquête qui n'avait rien à voir. Donc en fait, c'est ça le principe. C'est-à-dire que c'est comme le parquet national financier. D'ailleurs, ça participe du même processus, puisqu'on a le parquet national de lutte contre la haine en ligne, le parquet national financier, et en fait, n'importe qui ouvre sa gueule dans ce régime, on peut éplucher tous ses propos, éplucher toutes ses factures et trouver n'importe quoi pour le pourrir. Et c'est ça l'instrumentalisation de la justice, pour expliquer ton titre. Donc, si je veux, par exemple, si je veux résumer, pour que ce soit très clair pour les gens qui nous regardent, on est dans le collimateur du pouvoir. Vous êtes dans le collimateur du pouvoir ou d'un lobby qui partage le pouvoir, comme on partage les parts d'une grande entreprise. Eh bien, puisqu'on ne peut pas vous coincer, par exemple, vous, Xavier Poussard, sur votre enquête précise sur le couple Macron à l'Élysée, eh bien, on va aller vous attaquer par un angle mort. Et donc, on va utiliser ce pôle, qui est un outil, une arme politico-judiciaire, pour vous attaquer, puisqu'on ne peut pas vous attaquer sur un autre dossier, puisqu'il y aurait, ça produirait l'effet Streisand, ou bien parce qu'on n'a rien à vous reprocher sur votre enquête. Donc, est-ce que, Maître Delinde, j'ai bien compris? Pour ce que dit Xavier Poussard, c'est une convocation qui date d'il y a... Et il ne s'est rien passé depuis. Il faut que tu comprennes que normalement... 2019, ça a coupé, on parle de 2019, c'est ça? C'était, ouais, à mon avis, il y a presque 2 ans ou un peu plus. Mais c'est des moyens, tu vois, qui sont engagés. Et si tu le fais, tu sais très bien ce qu'a dit la personne, hein, puisque de toute façon, c'est une vidéo. Donc, tu sais ce qu'elle a dit. Et puisque tu es juriste, tu sais, bon, voilà, tu te dis, d'après les propos, d'après le texte de loi, j'estime que X ou Y peut être poursuivi. Bon, il se trouve qu'il est à l'étranger. Donc, je suis obligé d'engager des moyens spécifiques pour, et bon, plutôt cher aussi, hein, ça a un coût, pour aller jusqu'au bout de la logique, qui est la poursuite. Or, là, ce qui s'est passé, c'est qu'il a été convoqué, ça fait un peu plus de 2 ans, je pense, ou un peu moins de 2 ans, et hop, il ne s'est rien passé. Donc, pourquoi? Si ce n'est pas pour intimider, si ce n'est pas pour faire peur, tu vois, pourquoi? Deuxième, ça fait 1 an, voire 2 ans qu'il y a ce qui se passe à Gaza. Xavier t'a parlé de son dossier. Il faut comparer. Tu vois, tu peux comparer les propos de ce qu'on reproche de la vie des plus sur les mêmes. Enfin, ça n'a rien à voir. Tu vois. Et pourtant, Barbara Lefebvre, il ne se passe rien.
Les civils à Gaza sont autant responsables que les membres du Hamas et du djihad islamique. Tout cela devra à un moment ou à un autre être payé et être payé au prix fort. Et donc effectivement, on ne peut que soutenir le plan Trump et décider une bonne fois pour toutes que la bande de Gaza doit devenir une zone vierge. Il faut que ces gens-là aillent vivre ailleurs, qu'une génération entière puisse aller se ressourcer mentalement dans d'autres univers, mais certainement pas à côté des Israéliens, à côté des Juifs, qu'ils veulent de toute façon éradiquer, exterminer. C'est terminé ce temps-là. Ce temps est terminé. Il faut récupérer tous les otages et une fois que tous les otages seront récupérés, il faut vider la bande de Gaza. Tu vois, donc en fait c'est un peu ça, si tu veux, le pôle que tu évoques. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui. Xavier, tu as quelque chose à ajouter ? Pour être très précis, il suffit de regarder la chronologie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi je fais une enquête sur le coup présidentielle, elle est médiatisée par l'intermédiaire d'une vidéo de Natacha Ray, qui est très connue en 2021. Bon, moi, je ne suis pas poursuivi dans l'affaire, mais au moment où Natacha Ray reçoit ses assignations, effectivement, du couple présidentiel, moi, qu'est-ce que je reçois ? Je reçois une convocation pour une émission qui date de bien avant, parce que j'ai répondu, parce que, en fait… De 2019. C'est ça dont je parle. Je suis convoqué, non, qui date de l'été 2021. D'accord. Voilà. Parce que j'ai répondu à la question, parce qu'en fait, l'intitulé, c'est clairement, c'est écrit noir sur blanc. C'est parce que j'ai répondu à la question qui. Donc là, je suis convoqué. Alors, on était pendant le Covid, je leur dis, mais écoutez, je n'ai pas besoin de me déplacer au Bastion, on peut faire ça au consulat de France à Milan, visio, comme ça peut se faire aujourd'hui. Après tout, il y a pas de, j'ai tué personne. Et puis après tout, c'est du droit de la presse. Bon. Donc, et là, on me dit non, essayez de venir quand même. Et puis, on laisse tomber. Et puis ensuite, en 2024, le 15 février 2024, je publie les photos d'enfance de Jean-Michel Trogneux, qui est officiellement le beau-frère d'Emmanuel Macron. Donc, enfin, on a quand même le droit de publier les photos du beau-frère d'Emmanuel Macron. Et 15 jours plus tard, le 29 février 2024, le parquet national de lutte contre la haine en ligne saisit le parquet de Milan dans le cadre d'une commission rogatoire internationale. Et c'est là que je suis entendu par les carabiniers qui sont chargés. Alors là, c'est là que la France devient vraiment ridicule. C'est-à-dire qu'en fait, le parquet national de lutte contre la haine en ligne envoie ces questions au parquet de Milan et le parquet de Milan les envoie aux carabiniers qui sont chargés de me les poser en italien. Et les questions, c'est pourquoi avez-vous accepté de répondre à la question qui vous a posé la question qui, etc. On se croirait dans un sketch des Monty Python. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est qu'on est vraiment à quelque chose de kafkaïen. C'est-à-dire que tout est absurde. C'est-à-dire qu'on utilise, je vous dis, c'est exactement comme le parquet national financier. C'est-à-dire qu'on utilise le parquet. Alors les gros poissons, c'est du parquet national financier. Et puis les opposants, comme nous, quoi, c'est-à-dire qui produisons des livres et qui n'avons pas d'argent à les piquer, on nous colle le pôle national de lutte contre la haine en ligne. Voilà. Et très précisément, c'est ça. Et alors moi, j'aimerais bien que Maître Fabrice Zelin nous éclaire quand même sur ses compétences, parce que j'ai l'impression qu'on a des affaires très diverses. Ouais. Quel est le dénominateur commun entre les différentes ces différentes affaires, ou plutôt quel est le dénominateur commun entre les différentes personnalités ou personnes connues ou non attaquées par ce pôle de lutte contre la haine en ligne? Bien, assez simplement, il faut, à mon avis, pour mes affaires et pour ce que je vois dans les médias, il faut être un moment adversaire ou ennemi du pouvoir. C'est le dénominateur commun. Voilà ce que je peux te dire là-dessus, parce que tu prends même des dossiers où moi, personnellement, je n'interviens pas, mais tu prends ceux qui… les écologistes radicaux, tu vois, qui peuvent te saboter, notamment telle ou telle bassine dans certains endroits. Et bien, ils ont aussi un traitement qui peut s'apparenter à ça, tu vois. Bon, même si on est sur d'autres parquets, mais on est sur des
sur des opposants ou des ennemis définis comme tels par le pouvoir. Par contre, la question qui se pose, c'est la politisation du parquet. Et ça, c'est intéressant. Je sais pas alors, si, est-ce que vous pouvez malheureusement, préciser un petit peu ce que vous entendez par la politisation du parquet? C'est-à-dire le pouvoir politique qui utilise le parquet pour régler ses conflits personnels d'une certaine façon? Ça veut dire que dans la motivation, dans l'articulation des réquisitoires ou réquisitions du parquet, il est fait référence aux convictions des personnes qui sont visées, donc prévenues, mises en examen, etc. etc. Et si tu veux, les opinions des uns et des autres deviennent des circonstances de l'infraction. Voilà. Voilà. C'est pour ça que je dis qu'il y a une politisation. Même si après, au tribunal, en audience, on peut dire que le président va dire vos opinions ne nous intéressent pas, etc., etc. Désolé, mais il faut croire tout le contraire. Voilà ce que ça veut dire. Donc, par exemple, vous prenez un réquisitoire pour saisine, pour ouverture d'information. Si vous êtes visé dedans et que vous avez des activités politiques, elles seront énoncées et elles feront même partie des éléments à charge contre vous. Alors évidemment, il faut monter jusqu'à la garde à vue ou jusqu'aux auditions de garde à vue. Et effectivement, une bonne partie des questions vont porter sur les opinions de la personne qui est mise en cause. Donc c'est pour ça que moi j'appelle ça une forme de politisation, puisque vous êtes coupable d'avoir les opinions que vous proférez. Alors ça, je peux le confirmer, car durant l'audition que j'ai subie, qui ressemblait plus, en tant que témoin, qui ressemblait plus à un interrogatoire qu'à une audition, un certain nombre de questions portaient sur mes convictions personnelles, parce que quand on parle des convictions politiques, ce sont des convictions personnelles. Si vous demandez à quelqu'un qu'est-ce qu'il a voté dans l'isoloir durant des élections, là, vous vous immiscez dans ce qu'il a de personnel, convictions personnelles. Donc, des questions ont été posées sur mes convictions, sur mes orientations idéologiques et sur les orientations idéologiques et les convictions d'autres personnes. Donc, et même en tant que témoin, j'avais l'impression d'être interrogé comme un prévenu à qui on reproche des supposées orientations idéologiques. Oui. Alors, de toute façon, les personnes visées, elles sont visées en tant qu'extrémistes, radicaux, complotistes, tout ce que tu veux. Et à un moment donné, elles peuvent être visées aussi, et c'est là qu'on va utiliser le parquet national antiterroriste. La qualification de terroriste peut arriver très vite. Voilà, ça c'est la première chose. Deuxième élément, comme l'a rappelé Xavier Poussard sur le pôle qu'il a évoqué, il y en a d'autres. Il y a une multiplication des pôles à vocation nationale. Ça veut dire que vous commettez une infraction à Bordeaux ou à Toulouse ou à Marseille en lien avec ce qu'on appelle la haine, ou s'ils ont envie, ils peuvent, ça peut être, si je puis dire, géré ou dirigé par le parquet national antiterroriste. Vous êtes, dans ces conditions, déféré à Paris. Ce que j'ai vu il y a quelques mois, c'est que pour des gens dont l'affaire avait été commise en province, des gens qui étaient politisés, l'affaire, donc, elle est traitée à Paris et en matière de détention provisoire. Alors, bon, je vais aller vite sur la procédure, mais lorsque vous faites l'objet d'une détention provisoire, vous pouvez faire appel. Et qui est compétent?
c'est la Chambre de l'instruction de Paris. Et qui préside la Chambre de l'instruction de Paris? Eh ben, c'est le juge Alphen, dont je vois que sur la fiche Wikipédia, il a été candidat pour le parti En Marche autour des années 2017-2018. Le parti présidentiel. Qui pose quand même une question. Voilà, le parti présidentiel. Macron. Donc, ce que j'ai vu, c'est que le juge Alphen, qui est aujourd'hui président de la Chambre d'instruction, préside donc la Chambre qui va statuer sur les prolongations ou pas de détention provisoire, aussi dans les affaires où, eh bien, manifestement, des opposants politiques sont placés en détention provisoire. Ce qui pose une difficulté d'un point de vue intellectuel. Ça veut dire que le président a déjà, bon, il était encarté, il était candidat ou quelque chose comme ça, et il va juger des gens qui vont être étiquetés extrême droite ou extrême gauche avec son passé ou avec son CV d'homme politique. C'est à un moment donné, tu peux pas retirer là. On peut pas retirer, si vous voulez. C'est difficile de dire que la journée vous êtes président et puis le week-end vous allez à vos réunions. Ouais, voilà. Quelque chose à ajouter, Xavier? Alors, il y a plusieurs points sur lesquels je voulais revenir pour ouvrir un peu la conversation. D'abord, au cours de nos échanges, on dit que ce sont des opposants au pouvoir, comme si c'était des personnalités forcément connues ou exposées politiquement. On avait noté que certaines étaient poursuivies et d'autres ne l'étaient pas. Or, moi, ce que je vois au niveau de la presse et au niveau de l'actualité, c'est que précisément, le pôle national de lutte contre la haine en ligne ou parquet national de lutte contre la haine en ligne a un mode opératoire très particulier qui est celui du coup de filet. On observe ça de manière très très nette, c'est-à-dire sur deux événements sur ces 2 dernières années, c'est-à-dire les suites du 7 octobre, les propos antisionistes, coup de filet, c'est-à-dire que très nettement d'anonymes, c'est-à-dire des anonymes qui, sur X, ont tenu des propos antisionistes et qui se retrouvent traînés devant le parquet national de lutte contre la haine en ligne avec des peines de prison avec sursis qui sont prononcées et un coup de filet, voilà, très nettement, à la suite de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, où alors là, on retrouve, vient se greffer sur la haine en ligne, la tarte à la crème du cyberharcèlement. C'est-à-dire qu'il y a donc le cyberharcèlement entre dans la haine en ligne. Donc à chaque fois, on voit très bien que c'est la critique du sionisme et d'Israël d'un côté et la critique de ce qu'on appelle le LGBTQIA+. D'ailleurs, quand au niveau mondial, l'organisation qui est chargée de lutter contre ce qu'on appelle abusivement l'antisémitisme, c'est-à-dire l'Anti-Defamation League du Mnebrit, qui est une sorte de super LICRA américaine, quand on voit Jonathan Greenblatt, qui est le président de cette organisation, sur son bureau, il a un drapeau israélien et un drapeau LGBT. D'ailleurs, je rappelle que le drapeau LGBT ressemble étrangement au drapeau du Birobidjan, qui était la République socialiste du RSS, qui était la République juive. Et regardez le drapeau du Birobidjan et regardez le drapeau LGBT. Donc en fait, on voit bien qu'il y a des coups de filet et qui visent pas seulement des opposants politiques, mais ça c'est peut-être la nouveauté, mais de simples anonymes qui se retrouvent traînés devant ce parquet national de lutte contre la haine en ligne. Alors les gens ne savent pas ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire qu'ils étaient au plumard, ils ont réagi à un tweet sur Gaza où ils se sont indignés de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques et ils se retrouvent traînés. Alors avec ce nouveau truc, alors spécifiquement, en général, là ça a été sur Thomas Joly, c'était très très net, c'était l'idée du cyberharcèlement, alors là qui vient de la loi Schiappa, c'est-à-dire que ça c'est instauré par la loi Schiappa qui est une comment dirais-je, elle écrivait des livres du genre Les filles bien n'avalent pas, enfin elle écrivait des livres comme ça érotiques qui étaient édités à la Musardine et du jour au lendemain elle s'est retrouvée ministre par la grâce de Brigitte et elle a fait une loi sur le cyberharcèlement. Alors j'aimerais, moi par exemple, ce qui m'intéresse, c'est j'aimerais comprendre
en quoi le pôle national de lutte contre la haine en ligne se retrouve chargé du cyberharcèlement. Alors ça, j'aimerais bien avoir des éclaircissements vus du droit sur cette question-là, parce que j'ai l'impression qu'on est vraiment dans le n'importe quoi intégral. Moi, j'ai l'impression que vraiment on peut faire condamner n'importe qui à partir de n'importe quoi aujourd'hui. Maître de l'Inde, Bah, vous la tu sais, parole. le plus grave, c'est que les gens qui sont poursuivis pour cyberharcèlement ou plus largement pour des tweets qui ne plaisent pas, on leur défonce la porte à 6 h du matin par des policiers cagoulés. C'est ça, quand même, la réalité. Et on le fait sciemment parce que qu'est-ce qui se passe? Après, moi, de toute façon, je le vois. C'est que la plupart de ces gens-là n'ont même pas de casier judiciaire, ne connaissent pas la détention, et qu'on voit bien qu'une garde à vue, une détention provisoire ou un contrôle judiciaire, avant même le jugement, eh ben, ça traumatise les gens qui sont visés, qui ont écrit. Donc c'est un moyen, si vous voulez, de contrôle. Voilà, c'est un moyen de contrôle social violent. Ça permet de faire des exemples aussi. Ça permet de faire des exemples. Voilà, exactement. Bah, ça, c'est sur l'affaire notamment de Brigitte là, qui sera bientôt examinée. Je crois que c'est au mois de juillet ou au mois de septembre. Bah, c'est à mon avis, on a vu un coup de filet gigantesque puisque bon, il y a au moins une centaine de policiers qui interviennent dans cette affaire. Bon, pour des choses comme ça, vues de l'extérieur, qui paraissent quand même ne pas mériter un tel déferlement de moyens. Alors, après que le parquet de lutte contre la haine en ligne se charge de cyberharcèlement, ça me choque pas dans la mesure où de toute façon ils font tout ce qui est réseau social. Voilà. Mais en revanche, qu'ils apparaissent comme étant, si je puis dire, le bras armé du prince, bah là, de toute façon, il n'y a même pas besoin de le démontrer, c'est évident. C'est évident. C'est ce que je disais tout à l'heure. Pourquoi, depuis qu'il y a la guerre à Gaza, il y a combien de personnes qui ont dit des énormités à la télévision? Combien de personnes ont dit des énormités à la télévision? Ils savent aujourd'hui le cancer qu'est cette population, parce qu'ils savent aujourd'hui le cancer qu'est cette population qui est aujourd'hui à qui on a tout donné. Aujourd'hui, on a eu une très grande action qui a porté ses fruits, parce qu'on a réussi à bloquer... Oui, alors ça aussi, les actions. Alors aujourd'hui, vous avez bloqué, tu m'as dit... On a bloqué le passage de Kerem Shalom et on a réussi, du moment où on est arrivé sur les lieux, à bloquer les convois humanitaires. Aucun convoi humanitaire n'a franchi le seuil et n'est entré dans Gaza. À partir du moment où vous avez bloqué. Ça veut dire on a une estimation qu'on a réussi à bloquer plus de 130 camions. Bravo. Le crime contre l'humanité, le crime de guerre, c'est pas une question de degré, c'est une question de nature. Autrement dit, une bombe qui explose et qui va détruire et qui va faire des dégâts collatéraux tuera sans doute des enfants. Mais ces enfants ne mourront pas en ayant l'impression qu'en face d'eux, l'humanité a trahi tout ce qu'ils étaient en droit d'attendre. Là, ce qui est horrible, c'est d'imaginer ces enfants qui avaient 8, 9, 10 ans, ces femmes, qui sont partis en emportant comme dernière image une image d'inhumanité, d'atrocité et de mépris de ceux qu'ils sont. C'est là où se niche le crime contre l'humanité, la négation absolue. Et je pense qu'on aurait intérêt à l'expliquer beaucoup plus, parce que sinon, le règne de l'émotion met des signes égaux entre toutes les victimes. La manière dont ils ont été tués, elle est différente, et elle part de notre inhumanité ou de notre humanité. Israël a une main de fer que n'a pas eu la France dans cette affaire. Oui, laissez-moi répondre à votre dernière question. Je ne suis pas bien évidemment militaire et je n'étais pas né au moment de cet attentat, mais je pense que je parle pour beaucoup de Français quand je dis qu'ils crèvent. Israël fait le travail de l'humanité ici. Absolument aucun remords à ce niveau-là, qu'ils crèvent tous. Je ne suis pas du tout d'accord. Je pense que ce qui se passe à Gaza n'est pas du tout inhumain. Je vois à quel point les... Je me permets de modérer votre propos, parce que je sais qu'aujourd'hui l'ARCOM est très vigilant
Ce qui se passe à Gaza n'est pas un génocide. Alors ça, c'est différent de n'est pas inhumain. À partir. Il n'y a pas une famine comme au Soudan. Donc je me permets de le modérer parce que je sais que je comprends. Ces propos pourraient choquer et je précise que ce sont les vôtres, bien évidemment, que au nom de la liberté d'expression, vous pouvez les tenir, mais je ne reprendrai pas, je ne dirai pas dans ma voix, par exemple, que ce qui se passe à Gaza n'est pas inhumain. Je ne suis pas l'avocat d'Israël, je suis pas ambassadeur d'Israël. Mais j'ai absolument pas à rougir d'ailleurs de ce que Israël fait dans la façon de mener les combats, c'est-à-dire une façon où l'armée israélienne fait prendre des risques à ses propres militaires. Vous n'êtes pas mal à l'aise avec la politique qui est menée par Benyamin Netanyahou à Gaza? Je suis jamais mal à l'aise avec une politique qui consiste à défendre ses ressortissants. Il se trouve, je vais vous parler très franchement, il se trouve que ma fille était en Israël hier. Alors encore une fois, les chiffres, il se trouve que ma fille était en Israël hier et qu'elle a dû aller dans des abris. Mon fils a dû aller dans des abris. Mon fils a dû, et je l'ai fait revenir en faisant un micmac par avion parce que tous les avions étaient fermés parce que c'est un pays qui a encore reçu des missiles. Et quand il y a eu 350 missiles envoyés par l'Iran, que je sache, il n'y a pas eu des manifestations de soutien. Mais je suis pas en train d'opposer l'un et l'autre. Je vous dis, je suis juste en train d'essayer de comprendre. Qu'on défende je suis juste en train d'essayer de comprendre, pardonnez-moi, pourquoi c'est si difficile. Pas en tuant des juifs, pas en brûlant des synagogues, pas en excitant les gens pour jouer sur les instincts les plus bas. Je suis juste en train d'essayer de comprendre pourquoi c'est si difficile de condamner aussi les massacres qui sont commis à Gaza. Parce qu'ils sont pas du même ordre. Et d'ailleurs, ce dont on parle, on peut aussi le rattacher, alors ce n'est pas les mêmes procédures, mais on peut le rattacher à l'affaire RT-Russia. Voilà, c'est ça. Tout ça, ça fait partie du même... Et on peut aussi le rattacher à la DILCRA, et on peut le rattacher aussi à... Ça a coupé, c'est par rapport à quelle affaire? Quelle affaire ça a coupé quand vous avez parlé de l'affaire? Rattaché à quelle affaire? À la fermeture administrative de RT-Russia. D'accord. Voilà. Et au traitement de la guerre en Ukraine. Voilà. Est-ce que ça va au niveau du... Oui, ce qui me permet de rebondir directement sur l'autre levier qui est utilisé actuellement, et là j'ai pu le constater et le voir de mes yeux, c'est le levier de la lutte contre le soft power de puissances étrangères. Alors, je m'explique. Dans les affaires en cours que j'ai évoquées et dans laquelle je me suis retrouvé convoqué en tant que témoin, il y a la dimension, entre guillemets, d'apologie de terrorisme. Je précise encore une fois que il n'y a pas de loi internationale sur le terrorisme, il y a des lois internationales sur les crimes de guerre, mais il n'y en a pas sur le terrorisme. Il y a une définition adoptée par le Conseil de sécurité de l'ONU sur ce qu'est le terrorisme, mais il n'y a pas de loi pour définir très précisément le terrorisme. Je referme la parenthèse. Donc il y a cet aspect-là, ce levier-là, et l'autre levier, c'est, en gros, je résume, ces personnes-là qui sont inculpées, mises en détention provisoire, qu'on accuse de faire de l'apologie de terrorisme, se trouveraient être également des instruments, donc des agents de pays étrangers dans le cadre de soft power de pays étrangers. Alors, moi, ce que j'ai pu voir, c'est que beaucoup de questions sont posées, donc il y a une orientation des questions qui sont posées, pour essayer de trouver une espèce de toile internationale qui aurait son implantation en France. Là, pour le coup, on peut parler de complotisme. Toile qui n'a pas que les moyens policiers, écoute téléphonique, triangulation des téléphones, etc., n'ont pas permis d'établir. Et donc, étant donné qu'il n'y a pas de preuve formelle de l'existence de cette cinquième colonne en France, eh bien, on va essayer, notamment dans les questions qui sont posées, de trouver des liens. Alors, si par exemple, vous avez dans votre vie serré la main à un Russe ou serré la main à un Iranien et qu'en fait, vos deux téléphones se sont retrouvés au même endroit, au même moment, vous êtes, là j'exagère à peine, hein, vous êtes suspecté d'appartenir à un réseau établi par une puissance étrangère pour faire de l'entrisme en France ou je ne sais quoi en France.
quelle est votre opinion là-dessus, Maître Delande, et quelle est votre analyse là-dessus? Ben, on en avait déjà parlé. Moi, j'ai l'intuition qu'ils ne peuvent pas poursuivre sur injure, diffamation, puisque les propos des uns et des autres que je connais relèvent de la vérité. Ensuite, sur la haine, et ben là aussi, il n'y a pas de prise, je pense qu'intellectuellement, ils ont dû y penser, mais qu'ils n'y arrivent pas, et que le dernier moyen, la dernière chose, et de toute façon, c'est très macroniste de penser que c'est la Russie. À chaque fois, j'entends c'est la Russie, c'est ceci, c'est cela. Et ben, c'est de rattacher finalement à un pays étranger. Il y a des dispositions dans le code pénal qui peuvent permettre d'aller sur ce terrain-là et de dire que telle ou telle personne, puisqu'on n'arrive pas à l'attaquer par un autre moyen, eh bien, on va essayer de la rattacher à des infractions pour dire que voilà, ce sont des agents de l'étranger. Et donc, à mon avis, de toute façon, ça a été la séquence, et là j'en parlais pour RT Russia, eh bien, les mêmes éléments de langage ou les mêmes articulations sur RT Russia, on peut aussi les appliquer aux individus quelque part. C'est ça la réalité. On peut aussi les appliquer aux individus en disant telle personne, son discours, c'est pour soutenir telle ou telle cause étrangère ou telle puissance étrangère, et ça devient une infraction pénale. Voilà, c'est ça le truc. Et je pense qu'ils vont aller sur ce terrain-là, puisque les autres, ils ne peuvent pas aller sur d'autres infractions. Oui, c'est agent de l'étranger et ensuite atteinte aux intérêts supérieurs de la nation. Tout ça étant se déroulant sous le règne d'Emmanuel Macron, qui a quand même construit sa carrière politique et qui doit sans doute son élection à la présidence de la République à la vente de la branche énergie d'Alstom à General Electric. C'est-à-dire que là, pour le coup, on est sur un vrai agent de l'étranger. C'est-à-dire que ce qu'a fait Emmanuel Macron lors de son passage à Bercy lui aurait valu dans n'importe quel pays, que ce soit la Chine, l'Algérie, Israël, les États-Unis, dans n'importe quel pays du monde, d'être neutralisé et d'être incarcéré. Or, en France, précisément, la caste en France est tellement infiltrée par les réseaux les plus liés au parti démocrate américain, et aujourd'hui que ces réseaux sont en train de s'effondrer, alors la caste en France commence à chercher des agents de l'étranger absolument partout, avec effectivement des choses qui relèvent de la théorie du complot, c'est-à-dire la théorie du complot russe. C'est la théorie du complot russe à toutes les sauces, et avec la généralisation, ce qu'on voit progressivement monter, c'est l'atteinte aux intérêts supérieurs de la nation. Et vraiment, alors ce pôle national de lutte contre la haine en ligne qui maintenant donc s'occupe également de soft power et d'ingérence étrangère, c'est ce que ton affaire révèle aussi, Youssef, si j'ai bien compris. Oui, alors je préciserai par rapport à ton propos qu'il y a eu toute une enquête, notamment du magazine Marianne, sur le pacte de corruption, et le magazine Marianne a publié un document montrant, je cite, qui a croqué dans l'affaire Alstom, et on voit parmi les entreprises et les banques qui ont pris un pourcentage dans la vente d'Alstom par Emmanuel Macron, en tout cas il a participé à une entreprise étrangère, à savoir américaine. On trouve la banque Rothschild pour laquelle il a travaillé, Bank of America et d'autres entreprises, notamment, je crois, Boston Consulting Group. Et d'ailleurs, le problème, c'est que c'est très dangereux d'utiliser ce levier de soft power des puissances étrangères, comme tu l'as soulevé, d'autant plus que je remarque qu'il n'y a pas d'enquête diligentée sur la French American Foundation, par exemple. Non, mais c'est surtout, au-delà de ça, Youssef, il faut être précis sur les termes. Qu'est-ce que c'est que le soft power? Regarde la définition de ce que c'est que le soft power.
Le soft power, c'est Hollywood. Le soft power, c'est comment tu vends un modèle de société à travers des produits culturels. Je veux dire, combien il y a de films russes à l'affiche par semaine? Combien il y a de films iraniens à l'affiche par semaine? Enfin, c'est absolument... Et c'est des restaurants iraniens ou des restaurants russes qui a toutes les sorties de métro à Paris. Non, c'est des McDonald's. Donc, enfin, au bout d'un moment, il faut arrêter simplement de raconter n'importe quoi. Et en fait, c'est un narratif complotiste qui est en train d'être construit, qui est le narratif selon lequel la France serait cernée par une internationale réactionnaire. Et quiconque ne serait pas le doigt sur la couture du pantalon face à Emmanuel Macron et face aux réseaux qui l'ont mis au pouvoir et qui l'entourent, sera et est déjà considéré comme un agent de l'étranger portant atteinte aux intérêts supérieurs de la nation. Et donc, on a, pour piloter sous ça, ce pôle national de lutte contre la haine en ligne qui a été mis en place, il faut le répéter et le rappeler, par le CRIF, et qui a à sa tête Monsieur Grégory Veil, qui écrit et qui signe des articles et donc qui participe et qui est un contributeur de la revue Le Droit de Vivre de la LICRA. Voilà, c'est tout. Moi, dans mon affaire, par exemple, elle est dérisoire, mais c'est juste un exemple. C'est pour la polémique du qui. Mais qui a décidé que qui, c'était antisémite? C'est le CRIF. C'est-à-dire que le CRIF, un jour, est venu à la télévision. Alors voilà, qui, c'est un même antisémite. Donc, si on pose ou on répond à la question qui, c'est qu'on est antisémite. Donc, on est passible. On est poursuivi par le Parquet national de lutte contre la haine en ligne qui a été mis en place par le CRIF avec, à sa tête, quelqu'un qui est lié à la LICRA. Enfin, vous voyez, c'est ça l'instrumentalisation de la justice. Et ensuite, avec n'importe quelle phrase, avec n'importe quel bout de phrase, n'importe quelle interprétation de phrase, on peut faire condamner quelqu'un, le salir et voire incarcérer aujourd'hui. Et c'est vraiment une dérive qui est complètement, pour le coup, illibérale, puisqu'on nous a expliqué qu'Emmanuel Macron était là pour sauver les démocraties libérales. Alors, s'il y a un pays où la liberté d'expression n'existe absolument pas, la liberté d'informer n'existe absolument pas aujourd'hui sur Terre, c'est vraiment la France. D'ailleurs, même dans les classements des ONG droits de l'homiste, on voit que la place de la France recule d'année en année. Donc, en fait, c'est ça le problème. Et alors, on va chercher... Alors, dans ton affaire, Youssef, c'est même complètement incompréhensible. C'est-à-dire qu'il n'y a rien. Hein, parce que, faut même répéter. C'est-à-dire que moi, mon affaire, il n'y a rien. Toi, ton affaire, il n'y a rien. Et en fait, on est convoqué tous les 4 matins pour répondre à des questions absurdes. Maître Delinde, vous vouliez faire un commentaire? Oui, j'ai une anecdote sur l'instrumentalisation de la justice, police-justice en général. Demain, il y a un procès qui va durer 3 semaines. J'y serai. Un dossier que connaît Xavier Poussard, c'est le dossier de l'AFO. C'est l'action des forces opérationnelles, qui est une affaire de survivalistes. Survivalistes dans la crainte d'une guerre civile en France entre Français de souche et les autres, notamment toute la communauté française ou pas d'ailleurs, de confession musulmane. C'était en 2018. Donc, si tu veux, c'était vraiment des survivalistes avant CNews, avant qu'il y ait toute la propagande qui démarre de CNews. Ils étaient là-dedans. Mais c'était beaucoup d'airsoft et un peu de blabla. Et il y a un policier, alors maintenant je peux en parler puisqu'on n'est plus soumis au secret de l'instruction. Il y a un policier qui s'est infiltré le temps de quelques réunions de ce groupe. Et dans ce groupe, alors quand je dis que c'est beaucoup de blabla, c'était beaucoup de discussions que moi j'appelle des discussions de bistrot. Et t'en avais un qui s'appelle, enfin bon, je ne vais pas donner son nom, mais voilà. T'en avais un qui était peut-être le plus, on va dire, qui avait le plus de charpente idéologique par rapport aux autres, qui était un petit peu ras des pâquerettes quand même. Et cette personne, elle écrivait beaucoup à l'époque sur Riposte laïque. Et je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais à l'époque, Riposte laïque, donc c'était en 2017-2018. Hein. C'était avant que CNews prenne cette part de marché.
Riposte laïque, c'était vraiment le site anti-islam, anti-musulman le plus de base, enfin, le plus bas. Et lui, il écrivait là-dedans. Et dans ce groupe, c'est lui qui avait proposé. Alors, ils avaient des discussions de bistrot, mais que le parquet a affirmé que c'était du projet terroriste, hein, quand même. Et lui, il avait dit, écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est d'aller tuer Medine le rappeur. Et c'était sa proposition. Et c'était lui qui, dans le groupe, je le dis, hein, était le plus charpenté idéologiquement. On connaît les milieux militants, etc. Et c'était lui quand même, parce que je sais qu'il écrivait sur Riposte laïque. C'était le seul à écrire. Hein. Les autres n'écrivaient pas. Les autres, ils parlaient entre eux en disant, en refaisant le monde 1000 fois, quoi. Mais c'était lui qui avait la plus... Et donc, il y a un policier infiltré qui a constaté ses propos, et les propos des autres aussi lors d'une réunion. Quelque temps après, la police a décidé de passer aux perquisitions. Donc, c'était la DGSI. Alors voilà, donc après, effectivement, les gens n'ont pas de casier judiciaire. Ils blablatent entre eux en refaisant le monde 1000 fois et en disant voilà ce qu'il faut faire, ce qu'il faut faire, etc. Et puis, à 6 h du matin, il y a les policiers qui défoncent la porte de tout le monde. Voilà. Et le seul qui ne s'est pas fait interpeller, alors qu'il avait le projet le plus concret et peut-être le plus intelligent de son point de vue, hein, et ben c'est ce gars-là. Il n'a jamais été interpellé. Ils avaient son nom, ses emails, tout, et c'est le seul qui n'a jamais été interpellé. Et ce gars-là représentait pour mon client un intérêt pour le décharger. Bon, je passe sur les détails, mais il fallait le décharger. Et on est en interrogatoire devant le juge d'instruction. Et mon client, il tient à ce que cette personne soit auditionnée pour le dédouaner, parce que dans le cadre de leur discussion, mon client était un petit peu hors jeu, donc il voulait que l'autre soit auditionné pour le confirmer. Et je dis à la juge, mais pourquoi lui, il n'a jamais été perquisitionné alors que les autres, enfin, il y a au moins une dizaine de personnes qui ont été interpellées, et que j'ai quand même dit, dans le dossier, c'est quand même lui qui était le plus intelligent, quoi, un petit peu. Et elle m'a dit, ça, il faut poser la question à la DGSI. Voilà. Et elle l'a dit devant mon client. Donc, je ne suis pas le seul, hein, c'est pas du pipeau. Hein. Elle a dit, il faut poser la question à la DGSI. Et 2 ou 3 ans après, ils ont tenté de l'auditionner, mais en toquant à sa porte. Donc, pas du tout, on n'était pas du tout dans la perquisition, dans la perquisition à 10 h du matin. Il a prétexté qu'il était malade, qu'il ne pouvait pas être auditionné. Ensuite, il a prétexté qu'il était hospitalisé. Il n'a jamais été auditionné. Et quelques années après, donc le début de cette affaire, il était déclaré... on a dit qu'il était décédé, voilà, qu'il était mort. Et donc, quand les journaux ont parlé de cette affaire, je me souviens de mémoire, Le Monde avait titré que disait, voilà, l'AFO de mémoire, hein, l'AFO voulait tuer Medine. Et le seul qui s'est pas fait, enfin qui avait ce projet le plus, voilà, stratégiquement, on va dire, selon son point de vue, c'est bien des gens, c'est le seul qui s'est pas fait attraper. Il faut bien savoir que c'est une enquête, une commission rogatoire, je me souviens plus exactement, de la DGSI. Donc vraiment la police la plus, comment dirais-je, rigoureuse. Donc c'est pas un oubli. La question c'est pourquoi il n'a jamais été interpellé, pourquoi le magistrat me dit il faut poser la question à la DGSI alors que dans la hiérarchie le magistrat est quand même au-dessus de la police. Hein. Bon. Voilà. Et ça c'est une anecdote qui à mon avis et donc cette affaire elle a fait les choux gras des médias, etc. Et mon client, il n'a pas fait grand-chose, à part de l'airsoft. On va voir ce qui va se passer, mais bon. Le commissaire, à la fin de la garde à vue, donc garde à vue de, je ne sais plus, 96 ou même au-dessus, hein, c'est très, très gros garde à vue, ils ont dit, désolé, mais en fait, les ordres viennent d'en haut, c'est politique, etc. Donc souvent, ils disent ça, c'est politique, c'est pas, on ne voulait pas, etc. Voilà, c'est un petit peu comme ça. Donc ça, c'est un exemple typique d'instrumentalisation de la justice. Donc cette affaire, elle a commencé en 2018 et elle va être jugée à partir de demain, pendant 3 semaines.
donc ça veut dire 7 ans après, avec un client qui a perdu son boulot parce qu'ils ont été à son boulot rechercher des choses, et parce que pour peu de choses, sinon ce que lui a dit le commissaire de police, que voilà, les armes viennent d'en haut, et en plus, dans une affaire où celui qui avait le profil le plus dangereux n'a même pas été interpellé. Donc on a peut-être affaire là à une infiltration avec un provocateur qui est envoyé pour dissoudre une organisation ou autre. Donc en fait, on a des provocateurs, effectivement, on envoie des gens qui font de la provocation et qui poussent les autres à aller à l'extrême dans les propos, et eux, ces mêmes provocateurs, ne sont jamais inquiétés. Je rappelle que moi, j'ai été auditionné en tant que témoin, mais avec des questions qui me poussaient à me faire sortir de la case témoin pour me faire rentrer dans la case prévenu, donc des questions pièges, etc., pour que je m'auto-incrimine. Alors qu'effectivement, il y a des gens qui vont beaucoup plus loin, qui ne sont, eux, jamais convoqués, jamais inquiétés, ce qui est étrange, alors que moi, j'ai une carrière, j'ai 10 ans de carrière, 12 livres, une centaine d'articles, j'ai pas une poursuite contre moi. Mais pire encore, en face, c'est-à-dire du côté de ceux qui font des signalements, notamment je pense à Olivier Pardo, qui est l'avocat de Netanyahou en France, ceux qui font des signalements à l'encontre de pro-palestiniens ou de critiques d'Israël, eux, en tout cas à ce jour, ne sont pas perquisitionnés. La porte de leur maison n'est pas défoncée à 6h du matin par des policiers cagoulés. Et les premières mises en examen, je crois, ont commencé là il y a quelques jours avec des mises en examen pour apologie pas apologie, complicité de crimes de génocide pour des personnes qui, sur place, à la frontière entre Gaza et Israël, bloquaient l'aide humanitaire. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont bloqué l'aide humanitaire, qui ont commis un crime de génocide, une complicité de crime de génocide, qui n'ont jamais été inquiétés, alors que moi, en tant qu'écrivain, je me retrouve quand même auditionné dans une affaire d'apologie de terrorisme dont on accuse quelqu'un d'autre. On a vu aussi ce gala, les images de ce gala de soutien à Tsahal organisé par l'association de Franck Tapiro, oui, mettant à l'honneur Barbara Lefebvre, y compris Laurence Ferrari, quand même, qui a reçu un prix. Il y avait Enrico Macias aussi, Franz-Olivier Gisbert. Voilà, avec des discours qui, pour le coup, relevaient vraiment de la haine. C'est-à-dire qu'on se réjouissait et on plaisantait au sujet de meurtres de femmes et d'enfants civils dans la bande de Gaza. Imaginez une cérémonie qui récompense les meilleurs soutiens d'Israël et qui organise un quiz sur le nombre de morts à Gaza. C'était le programme du gala de la Diaspora Defense Forces, une organisation créée par le publicitaire Franck Tapiro et qui se présente comme une armée citoyenne dédiée à la défense de l'image d'Israël et de la diaspora juive. Elle s'engage dans des activités comme le coaching, la formation, la création de contenu, le lobbying et dit lutter contre la désinformation. Selon son site officiel, la DDF compte plus de 700 volontaires, 10 000 abonnés et est active dans 7 villes. Donc pendant son gala du 27 mai, qui était parrainé par le porte-parole francophone de l'armée israélienne Olivier Rafovitz, la DDF a récompensé des personnalités comme Laurence Ferrari pour leur soutien indéfectible à Israël. Mais c'est pas tout. Comme tout gala de charité, c'était l'occasion de lever des fonds pour la cause. Quelle cause ? Défendre Israël à tout prix, notamment à travers la lutte contre la désinformation. C'est-à-dire contre tous ces islamo-gauchistes radicalisés qui défendent le Hamas matin, midi et soir et qui font croire aux jeunes qu'il y aurait un génocide, alors que c'est juste des petits bombardements ciblés et qu'Israël prévient les habitants de Gaza avant de frapper, vu que c'est l'armée la plus morale du monde. Alors quel projet de l'armée de défense de la diaspora nécessite un financement ? Je vous laisse découvrir. Nous avons un très grand projet qui est d'aller toucher les moins de 25 ans, Olivier. Alors comment on fait ça ? Sous la forme d'un jeu. L'idée, c'est donc de
de faire un Tour de France. C'est très ambitieux, hein, c'est faire un Tour de France, aller à la rencontre des moins de 25 ans, ceux qui sont le plus poreux en quelque sorte à cette désinformation, et essayer de tester leur connaissance historique. Les cerveaux commencent à être complètement kidnappés par les ennemis de la vérité. Grâce à ce jeu concours, on va pouvoir, de manière ludo-éducative, faire passer non pas des idées de propagande, mais la vérité historique. Heureusement qu'ils ont précisé que c'était pas des idées de propagande, hein. Mais attention, vous n'êtes pas prêts pour les questions du quiz. Depuis 1947, la population palestinienne arabe a été multipliée par 2, par 5, par 8, par 15. Depuis le début de la guerre, si 55 000 personnes sont mortes à Gaza, dont 50% de civils, ça fait 10,4% de civils gazaouis qui sont morts, 24,6, 1,3, 5,2. Mais oui, bien sûr, un vrai génocide, ça se prouve avec un PowerPoint et un quiz en mode qui veut gagner des millions. Et s'il n'y a pas assez de cadavres à leur goût, c'est que ça n'existe pas. On en est là, faire des soirées en smoking pour récompenser ceux qui justifient un génocide pendant que des enfants meurent sous les bombes. Donc là, on peut aussi s'étonner, mais en fait, c'est ce pouvoir, puisqu'en fait, là, à travers notre émission, on comprend très bien qu'en vérité, à la manœuvre, c'est le CRIF. Il faut bien comprendre qu'est-ce que c'est que le CRIF. Le CRIF, c'est le bureau français du Congrès juif mondial. C'est statutaire. C'est-à-dire que vous avez le Congrès juif mondial qui regroupe ce qu'on appelle la communauté juive organisée institutionnelle. Donc la communauté juive Gilles-William Goldnadel, cette expression communauté juive organisée institutionnelle. Et il faut bien comprendre que le président du board du Congrès juif mondial, c'est Monsieur David de Rothschild. Et Emmanuel Macron a déclaré au sujet de Monsieur David de Rothschild, David est au courant de mon engagement, je suis sa couverture, je suis son edge. C'est rapporté par Marianne. C'est rapporté par Marianne, parfaitement documenté. Tout est très clair. Et des outils donc de répression sont mis en place, alors contre qu'on appelle aujourd'hui des influenceurs ou des intellectuels qui sont influents, c'est ce qui t'arrive, Youssef Indy, mais avec aussi, on voit des coups de filet complètement arbitraires sur des tweets. Alors ça survient à certains moments. Alors voilà, et on voit sans arrêt aussi ce qui est très intéressant, c'est de comprendre en fait quel est le rapport entre LGBTQIA+ et Israël. Ça c'est vraiment, il y a vraiment un vrai sujet là. Et à chaque fois, on voit que c'est sur ces deux sujets-là que cette répression se déchaîne. Alors, on arrive au terme de l'émission. J'aimerais poser une question à Maître Delinde, étant donné que là, on voit que le cercle de la répression s'élargit de plus en plus. On va dire que ça a commencé il y a une vingtaine d'années avec les affaires Dieudonné et Alain Soral, puis ça s'est élargi de plus en plus et ça touche des anonymes, des gens qui tweetent et qui sont victimes, comme l'a dit Xavier Poussard, de coups de filet. Et quelle attitude adopter pour quelqu'un qui a fait un tweet sous le coup de l'énervement par rapport au génocide à Gaza et qui se retrouve soit auditionné, soit placé en garde à vue, soit en tant que témoin, soit en tant que prévenu. Surtout qu'il n'a rien à se reprocher, ou en tout cas pense n'avoir rien à se reprocher. Quelle est l'attitude à adopter? Quel conseil donneriez-vous? Je vais plaider pour ma paroisse. Je vais dire qu'il faut d'abord aller voir un avocat parce que dans ce genre d'affaires, il y a, on peut se défendre. Voilà. On peut se défendre. Malgré tout, on peut se défendre. Ça, c'est la première chose que je dirais. Après, voilà, pour l'essentiel, voilà ce que je dirais. Tout dépend aussi de l'affaire, tout dépend des propos, tout dépend de la procédure. Il n'y a rien d'écrit par avance, mais la première chose la plus intelligente à faire, c'est d'être assisté par un avocat. Oui, je confirme, même si vous êtes convoqué en tant que témoin, je peux vous le dire,
en tant que client de Maître Fabrice Delinde, c'est primordial, même si vous êtes convoqué en tant que témoin, ça ne signifie pas grand-chose, il est primordial d'avoir un avocat parce que c'est lui qui vous donnera, si c'est un bon avocat, qui vous donnera les bons conseils, parce que je peux vous dire que très souvent, on vous attend au tournant. Quand on vous convoque pour une audition en tant que témoin, là, pour le coup, l'objectif, ça a été vraiment de me faire tomber. Voilà. Et je ne suis pas le seul dans ce cas. Avant de conclure, Xavier Poussard, quelle est votre actualité avant qu'on se quitte? Alors moi, j'ai une activité qui est assez simple, qui est à la fois une relance de mes activités et en même temps la poursuite et puis quelques chantiers avec Candace Owens. Donc je relance une lettre qui va s'appeler tout simplement la lettre de Xavier Poussard, avec il y a toujours on est en France, il y a toujours tous les petits problèmes administratifs auxquels on fait face quand on relance une activité, évidemment. Et puis des petites surprises avec Candace Owen pour poursuivre nos révélations sur le vrai visage d'Emmanuel Macron, effectivement, sachant qu'en fait les Macron n'ont pas besoin de moi et Candace Owens pour se mettre des tartes dans la tête. Hein. C'est-à-dire qu'ils se mettent des tartes dans la tête en sortant de l'avion devant le monde entier. Emmanuel Macron a-t-il été giflé par Brigitte Macron? Ce lundi 26 mai, les images de l'arrivée du président de la République au Vietnam pour le début de sa tournée en Asie du Sud-Est font le tour des réseaux sociaux. On y voit la porte de l'avion présidentiel s'ouvrir sur Emmanuel Macron et sur sa droite, son épouse lui porter vigoureusement la main au visage. Il semble alors esquiver avant d'adresser un salut aux caméras. Et il n'en fallait pas plus pour les réseaux sociaux de s'enflammer, y voyant une agression de Brigitte Macron à l'encontre d'Emmanuel Macron. Alors que l'image a été largement relayée par Russia Today, l'Élysée a d'abord expliqué qu'il s'agissait d'un fake, avant de s'apercevoir qu'elle avait bien été capturée par des agences de presse. Auprès du HuffPost, l'Élysée dément toute scène de violence et explique qu'il s'agissait d'un moment de complicité où le président et son épouse décompressaient. Mais c'est une ingérence russe, vous voyez. Et là vous avez exactement le mode de pensée, vous voyez, du régime. C'est-à-dire que Brigitte lui met des grandes tartes dans la gueule. Ah bah non, c'est la faute de l'IA, c'est la faute de l'ingérence russe. Alors ensuite, on voit bien que c'est pas l'ingérence russe et que c'est pas l'IA et puis que c'était pas une chamaillerie. Alors c'est la faute du stagiaire. Après Dupond-Moretti à la télé, c'est la faute du stagiaire. Donc en fait, si vous voyez, vous êtes dans un. Donc en même temps, c'est très très bizarre comme époque parce que le pouvoir est extrêmement ridicule. Et plus il est ridicule, plus tout le monde voit qu'il est ridicule, plus tous les moyens de la République et de l'État, l'État de droit, soi-disant, sont mis à contribution pour essayer de faire taire des plaisanteries. Alors, une plaisanterie aujourd'hui est assimilée tantôt à un appel à la haine, tantôt à un cyberharcèlement. Enfin, tout ça est absolument ridicule. Donc voilà, moi je suis toujours sur mon dossier Becoming Brigitte, le livre Devenir Brigitte, donc qui est toujours disponible sur Amazon. Si vous voulez tout comprendre, parce que là on a évoqué effectivement les réseaux qui gravitent autour de la Macronie. Je pense que dans Devenir Brigitte, vous avez vraiment de la chair et vous comprenez vraiment face à qui on est. Et puis, la relance de la lettre de Xavier Poussard. Vous pouvez me retrouver sur xavierpoussard.com et sur X, tout simplement, Xavier Poussard. Très bien. En tout cas, je vous remercie tous les deux pour cette riche émission. Pour ceux qui nous suivent, qui ont suivi cette émission, je vous invite à aller dans la description de la chaîne pour la soutenir et pour qu'on puisse poursuivre notre travail. Contre vents et marées, comme vous pouvez le constater, ça se durcit de plus en plus et le pouvoir devient de plus en plus féroce. Je vous remercie à tous et je vous dis à mercredi prochain à 18h, si Dieu veut.